Bonjour Laurent Padifous. Bonjour. Alors, on vous reçoit pour la première fois, Oui, très heureux. la première fois du premier mandat et du deuxième, puisqu'en fait vous êtes député de la deuxième circonscription, donc, pour résumer le bas de l'Ariège, C'est ça. qui n'a pas encore intégré le découpage électoral. Plaine et colline. Voilà, Plaine et colline. Juste après c'est la Haute-Garonne, on va l'annoncer. Vous êtes député donc depuis de 60 jours après les élections qu'on a eues. Pour le deuxième mandat, oui, c'est ça, depuis un peu plus de 2 mois, oui. 2 mois. Alors, on se pose des questions, 2 mois. puisqu'on sait qu'il n'y a pas de gouvernement depuis ce temps-là. Oui. L'Assemblée n'a pas siégé. S'il y a eu la constitution des groupes, on vous a expliqué un petit peu tout ça. Oui. Et puis, donc, voilà, on se demande, est-ce que vous étiez au chômage? Vous avez quoi? Vous avez semé des fraises, les recueilli, les cerises ou, voilà. Que fait un député, en fait, quand il ne siège pas? C'est une très bonne question, parce que ça fait 60 jours que c'est le cas. Oui, surtout que je ne le savais pas avant moi-même d'être dans cette situation. Bah, écoutez, effectivement, oui, ça fait 2 mois que j'ai été réélu député de l'Ariège, de la deuxième en particulier, après une dissolution surprise, attendue à un moment ou à un autre, mais surprise à ce moment-là, puisque c'était le pire moment pour faire une dissolution. Bon, c'est le choix du président, ce serait un long débat. Donc cette dissolution surprise, brutale, une campagne éclair, puis une élection, et après cette élection, un résultat qui a secoué un petit peu tout le monde parce qu'il ne créait aucune majorité. Et donc le travail, pourquoi je dis ça? Parce que le travail qu'il peut y avoir derrière dépend de la composition justement de cette assemblée. Ce qui fait qu'on a eu autant de temps, c'est aussi parce qu'il n'y a aucune majorité qui s'est dégagée. Et donc il y a eu beaucoup de temps qui a été pris, parfois un peu de tergiversation je crois, pour essayer de nommer un Premier ministre et essayer de créer, c'est la volonté du Président de la République, un gouvernement le plus stable possible. Ça va être très difficile au regard de la composition de l'Assemblée qui est très éclatée. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là quand on est député? Alors, pour être très direct, à la veille de la dissolution, ça faisait pour ma part, très personnel, ça faisait 2 mois que j'étais beaucoup à l'Assemblée nationale, puisque j'étais pour mon groupe chef de file sur le texte sur la fin de vie, un texte sur lequel j'étais très impliqué. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à l'Assemblée, le jour, la nuit, pour travailler ce texte en commission et puis dans l'hémicycle. Il me tenait à cœur, c'est un sujet important et j'ai beaucoup travaillé. Et 4 jours avant la fin, le président a décidé de dissoudre, ça a été pour moi un choc considérable. Mais j'étais déjà épuisé, ce qui peut expliquer après la suite. Et puis vient cette élection, quand vous êtes dans une élection précipitée, la volonté pour moi de continuer le travail, donc je pars en campagne, et donc 1 mois de campagne, un petit peu moins, 4 semaines exactement, folle où on donne tout, une campagne électorale, législative, ceux qui s'intéressent à la politique peuvent imaginer. Mais moi j'ai fait cette campagne après cette période où déjà j'avais beaucoup donné. Et enfin j'étais là pour ça, je ne me plains pas. Je suis passionné par ce que je fais. Et donc derrière, au lendemain de l'élection, une fois réglés quelques éléments techniques, on va dire, il a fallu que je me repose. Donc qu'est-ce qu'a fait le député après l'élection? Après avoir constaté la situation et réglé quelques éléments, puisqu'au lendemain de l'élection, je suis reparti à Paris pour d'abord la constitution des groupes à l'Assemblée, qui est un moment important. Qui se réunit avec qui, pour faire quoi? Et d'où la question de l'UOT ou du groupe socialiste qui étaient des sujets importants pour moi. Et aussi pour moi la candidature qui était la mienne au bureau de l'Assemblée nationale. Cette organisation qui gère la vie de l'Assemblée nationale et surtout, quelque chose qui est très important, qui planifie l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc c'est un endroit très stratégique et voilà, je suis heureux de pouvoir appartenir à ce bureau. Je pense qu'il aura un rôle très important à l'avenir et d'un point de vue stratégique, d'un point de vue tout simplement d'influence pour mes idées, pour mon territoire. Je crois que c'est quelque chose d'important. Donc ça s'est joué dans les 3-4 jours qui ont suivi l'élection. Donc un niveau d'intensité aussi important qu'avant. Et une fois que ceci a été réglé, à la fois la question de ma candidature au bureau de l'Assemblée nationale, la question des groupes politiques avec la question du Front populaire pour moi qui était un sujet important, du groupe socialiste qui est ma famille politique, du groupe LIOT dont je venais, que les uns et les autres se constituent, de prendre des positions. Une fois tout ceci réglé, je me suis un petit peu reposé parce que j'étais épuisé pour tout dire. Donc j'ai pris 2-3 semaines pour m'occuper de ma famille, de mes enfants, que j'ai pas beaucoup vus pendant de longues semaines qui ont précédé comme je vous l'ai dit, pardon. Et voilà, et après, petit à petit, je suis revenu à une partie du rôle du député, qui est son travail de terrain ici. Parce qu'en fait, souvent les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est le rôle d'un député sur un territoire.
on voit bien le rôle du député à l'Assemblée nationale qui est tout simplement celui de voter la loi et de contrôler le gouvernement. On oublie souvent, ce sont les deux missions du député et c'est une mission qui peut prendre beaucoup de temps. Mais je crois qu'un député comme un député de l'Ariège, celui qui vient de la ruralité, celui qui vient des territoires, il a un autre rôle, c'est celui de défendre, pour moi, en ce qui me concerne, c'est la ruralité, en ce qui me concerne, c'est l'Ariège, ma circonscription, mais au-delà, mon département. Et il y a beaucoup à faire, parce qu'être un député de l'Ariège ou être un député de Paris, c'est pas la même chose. Si les députés de la ruralité ne défendent pas ce qui fait notre territoire et ses spécificités, ses atouts, mais aussi ses difficultés, ce ne sont pas les députés parisiens qui le feront. Donc, et pour pouvoir aller défendre ça à Paris, il y a une chose qui est simple, c'est qu'il faut le vivre, il faut le comprendre, et donc il faut être tout simplement sur le territoire. Et là, c'est assez simple, c'est un peu ce que je faisais quand j'étais élu local à l'époque, sur un territoire plus petit, c'est aller voir tous les acteurs du territoire, les habitants, les entreprises, les associations sportives, culturelles, les politiques, les élus locaux, les voir, écouter, entendre leurs problématiques, parfois essayer de les aider avec notre expérience et avec nos relais, puisque le député il sert à ça, c'est le relais avec le national, le relais avec les ministres, le relais avec le gouvernement pour aller débloquer des situations, pour soutenir telle ou telle structure. Et voilà, c'est ce qui crée la difficulté de cette situation bien trop longue d'attente d'un nouveau gouvernement, c'est que ce rôle qui est le nôtre en tant que parlementaire de faire le relais, le lien avec Paris, on sert exactement à ça aussi, il n'existe plus puisqu'on n'avait plus vraiment de gouvernement avec qui discuter, un gouvernement de transition démissionnaire, le terme n'est pas très joli, c'est un gouvernement qui n'a plus de capacité à décider. Il ne fait que gérer les affaires courantes et ce n'est pas à ce moment-là que vous allez demander des déblocages de dossiers importants, c'est assez compliqué. Donc c'est important pour un député d'avoir un gouvernement. C'est important pour un député d'être toujours dans une relation de dialogue avec les différents ministres et c'est pour ça que la posture qu'on peut avoir même quand on est dans une opposition est importante pour toujours avoir l'oreille, toujours avoir une porte ouverte pour pouvoir discuter parce que le rôle du député, je le redis, c'est de défendre son territoire aussi, c'est faire la loi, défendre des valeurs mais pour moi c'est aussi défendre l'Ariège, j'y tiens. Et donc pendant tout ce temps, jusqu'à l'annonce hier de la nomination du Premier ministre, c'est vrai que je ne suis revenu à Paris qu'une fois et j'ai passé tout ce temps ici, je suis né ici, donc l'Ariège je crois à peu près la connaître, mais elle évolue, elle a des difficultés, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas toutes les entreprises, je ne connais pas toutes les communes parfaitement et donc je n'ai pas eu trop de temps pour encore plus m'imprégner de ce qui mérite d'être soutenu, modifié, appuyé et voilà, donc maintenant j'ai hâte de voir qui va gouverner ce pays. Et quels seront les femmes et les hommes qui vont accompagner Michel Barnier. Après, je pourrais en dire un peu plus sur les positionnements politiques, mais déjà, factuellement, et parce que ce sera mes interlocuteurs pour essayer de défendre l'Ariège. Okay. Alors c'est vrai qu'on vous a vu à la fin de l'été de plus en plus, présent en Basse-Ariège. En revenant un petit peu sur cette position et ce choix de rester dans le Lyot, ouais. Pourquoi ne pas aller vers le NFP? Pourquoi, aller encore plus à droite, ça aurait été étonnant, mais pourquoi être resté dans le Lyot et quelle est la position de Lyot qui s'est un peu élargie d'ailleurs, on a vu en même temps qu'il a gagné quelques députés, par rapport justement à ce propos que vous disiez, oui, pour négocier ensuite avec le gouvernement, peut-être que c'est peut-être plus facile d'être dans le Lyot, quand on sait ce qui se passe aujourd'hui ou pas? Je ne sais pas si c'est plus facile d'être dans le Lyot, en tout cas c'est pas pour ça que je suis dans le Lyot. Moi le fait que je sois resté dans le groupe Lyot, c'est exactement pour les mêmes raisons que je suis rentré chez Lyot il y a 2 ans et demi quand j'ai été élu pour la première fois député. Ma position, elle était assez simple et j'essayais toujours d'être très clair et en campagne et une fois élu. C'est-à-dire que je suis un homme de gauche qui défend des valeurs de gauche, cette gauche républicaine, de responsabilité, la gauche du réel, on l'appelle comme on veut. Voilà, je suis de ça, je suis comme ça. Et il y a quelque chose que je combats en revanche en politique, c'est la violence. Je ne souhaite pas associer à toute forme de violence quelle qu'elle soit et c'est pour ça, sans rentrer dans immensément de détails, mais les gens comprendront, que je ne combat pas les idées, mais je combats une manière de faire la politique qui, à mes yeux, est délétère et empêche justement aux gens comme moi de défendre les idées de cette gauche que moi j'ai envie de défendre. Je respecte les opinions des uns et des autres, j'ai pas de problème avec les militants et certains élus LFI, la plupart, mais la direction de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en particulier, et pardon de le dire, ses lieutenants, pour moi c'est plus que difficile, c'est un obstacle total et je veux pas être associé à ces gens-là parce que je les combats dans leur manière de faire de la politique. Je considère encore une fois que c'est délétère, que ça abîme quelque part notre démocratie. Après, je veux pas trop en faire non plus parce que on me ramène moi souvent à ça,
alors que je suis un homme de gauche qui a fait le choix de ne pas siéger avec les mélenchonistes. Et le prix à payer est fort pour moi parce que ça m'empêche de siéger avec ma famille politique. Mais il faut assumer ce qu'on dit et je l'assume. Et donc il y a 2 ans, et comme aujourd'hui, arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai constaté que dans mon groupe, il y avait une association forte avec la France insoumise. Aujourd'hui même, une volonté de constituer un gouvernement avec les ministres insoumis, peut-être parmi les plus difficiles. Encore une fois, ce ne sont pas les militants, je connais des élus insoumis, des députés insoumis qui sont de grande qualité, je n'ai pas de difficulté. Mais parfois, il faut savoir mettre des limites, des lignes rouges. Je l'ai fait et je le dis avant, je le fais après, je ne prends personne par surprise. J'ai pensé un moment pouvoir siéger au groupe socialiste après cette élection. J'ai pensé vraiment que mon groupe allait rompre avec cette ligne mélenchoniste, précisément. Ce n'est pas le cas, et on vient d'ailleurs de le voir pour la nomination du Premier ministre. Je le regrette parce qu'on perd de l'influence et on perd de la capacité à faire avancer nos idées, mes idées de cette gauche que j'ai envie de défendre. C'est dommage, mais je n'ai pas envie non plus de les insulter. Je respecte tout le monde. Voilà, moi j'attends juste qu'on respecte mes positions. Je fais ce que j'ai dit, je dis ce que j'ai fait. Je dis ce que je fais, pardon. Donc voilà, Elliott pour moi c'est un groupe où j'ai cette liberté-là. C'est un groupe qui est fait de personnes d'horizons différents. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche comme moi. C'est pas un groupe politique au sens où peut être le groupe socialiste ou le groupe communiste. C'est un groupe plus technique, il faut dire les choses comme elles sont. Il a d'ailleurs, vous l'avez dit, évolué entre la précédente législature et celle-ci, avec de nouvelles personnalités qui sont arrivées. En tout cas, moi, c'est un groupe qui me permet de travailler, qui m'a donné beaucoup de capacité à travailler, de temps de parole à l'Assemblée, ça compte, qui m'a permis d'avoir des relais forts avec les différents ministères. J'ai pu défendre mon territoire grâce à ce groupe, parce qu'il m'en a donné les moyens. Voilà. Une fois qu'on dit que dans ce groupe on a la liberté de vote, en fait c'est un groupe où on a le droit de ne pas être d'accord et de voter différemment, ce qui est assez atypique à l'Assemblée nationale, puisque la logique des groupes c'est que tout le monde vote en bloc, ce qu'on peut aussi comprendre et respecter. Mais voilà, il y a un prix à payer, mais il y a une liberté. Cette liberté, c'est que je vote ce qui me semble juste. Les votes à l'Assemblée nationale, ils sont transparents, hein, donc tout le monde peut voir ce que je vote tous les jours. Et donc je suis heureux que ce groupe existe parce qu'il me donne les moyens, malgré mes positions, de pouvoir exercer, travailler, défendre mes idées, mes valeurs et défendre mon territoire, je le redis, c'est très important. Vous êtes donc non aligné comme Martine Frogier, hein, qui a fait le même Oui, c'est ça, c'est vrai. Fois. Alors maintenant, donc, on est content, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais on sait en fait maintenant vers quelle direction plus ou moins va s'orienter la nouvelle politique du nouveau gouvernement. On a un Premier ministre, il va constituer, j'imagine, dans les prochains jours, ouais. Il va tenter de constituer un gouvernement. Donc, il a commencé, oui. Quel est votre avis sur ces choix et si vous avez peut-être plus l'habitude que nous, hein, qui sommes restés en Ariège, on ne va pas à Paris tous les jours, quelles vont être les orientations, quelles vont être les difficultés? Déjà, pour moi, la première difficulté, c'est que le président de la République a fait le choix de nommer quelqu'un qui est issu d'une famille politique qui est extrêmement minoritaire. Donc moi, la première des choses, c'est ma grande surprise. Je considère que c'est une erreur. Je n'ai rien contre la personne de Michel Barnier, je le respecte, c'est un républicain, mais qui est un républicain historique, canal historique, et qui est un des plus petits groupes de l'Assemblée nationale, qui est un groupe qui a fait un score, une famille politique qui a fait un score très très faible aux élections législatives, et nous sommes bien aujourd'hui dans les conséquences de l'élection législative, c'est-à-dire ce moment où les Français se sont exprimés et ont dit « je suis de cette famille, je veux ». Ils ont exprimé une chose très claire, ils ont souhaité que l'on soit de droite ou de gauche, c'est clair que les Français ont souhaité une rupture, ont souhaité tourner une page, celle de la Macronie qui a duré pendant 7 ans. Ça c'est clair, que l'on soit de gauche, du centre ou de droite, le message était assez clair. Maintenant, il me semble qu'il aurait été juste que le Premier ministre soit issu de la gauche. Alors, le président de la République a fait un choix différent. Je considère que c'est une erreur. Ce qui me dérange d'autant plus, c'est qu'on voit bien qu'il y a la main du Rassemblement national qui a validé cette nomination. Je veux d'abord dire que voilà, aujourd'hui, on n'est même pas 24 heures après la nomination. Je suis député, donc je salue de manière républicaine notre nouveau Premier ministre, d'abord. Maintenant, je ne fais pas partie de ceux qui disent d'entrée de jeu je censure. Je ne vais pas censurer, je ne l'ai pas encore entendu. Donc je vais écouter ce que le Premier ministre a à nous dire. Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour être honnête avec vous. Je pense qu'il va mettre en œuvre une politique qui va être dans la continuité de ce qu'a été Macron, et je pense qu'il va même aller encore plus loin. Et il me semble que c'est exactement l'inverse que les Français ont dit. Et c'est pour ça qu'à la fois sur la personne, mais j'attends de voir,
et sur le programme qui nous sera présenté, je considère que c'est une erreur. Alors, il y a de secret pour personne que je suis proche de personnalités du centre-gauche, comme par exemple Bernard Cazeneuve, dont on a beaucoup parlé. C'est vrai qu'il me semble qu'il aurait été lui ou d'autres, hein. Il y a des femmes aussi à gauche, et on en connaît en Occitanie, qui ont des personnalités fortes, qui représentent quelque chose d'important, et qui auraient pu à la fois rassembler la gauche, le centre, l'ancienne Macronie. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui, je crois, auraient pu constituer un gouvernement qui aurait eu aussi une certaine stabilité, parce qu'il faut être honnête, ça va être extrêmement difficile. Mais en tout cas, la nomination aurait respecté plus, je crois, le vote des Français, ce qui n'est pas le cas avec Michel Barnier. Donc, ma position est claire, je crois qu'on va vers une politique encore plus à droite. C'était la tendance déjà depuis quelques années du président de la République. Je crois que c'est exactement l'inverse de ce que les Français nous ont dit, donc je considère que c'est une erreur. Alors, le républicain que je suis dit félicitations Monsieur le Premier ministre, salutations républicaines, j'attends de voir ce que vous allez faire, avec qui, ça compte aussi, c'est pas le plus important mais ça compte aussi, avec qui vous allez le faire, et je me positionnerai après. Donc je ne vais pas annoncer comme beaucoup le font aujourd'hui, dès aujourd'hui, censure, alors que je ne sais pas le début d'un mot de ce qu'il va nous dire. Mais à l'issue du discours de politique générale, quand je connaîtrai comme en même temps que toutes les Françaises et les Français le programme qui nous est présenté, celui sur lequel je devrais me positionner en tant que député, alors peut-être que je serai amené à voter une censure ou en tout cas à ne pas soutenir. Ça dépendra de ce qui nous est proposé, mais encore une fois, je ne suis pas très optimiste. Techniquement, on ne va pas rentrer dans le détail trop non plus, mais techniquement, vu les forces en présence, une censure, elle a une chance de passer. Oui. En fait, ce qui est calcule bien, bon, on prend le NFP, si Renaissance, le LR et le RN se mettent ensemble, ça, ils ont la majorité, point barre, il y en a partout. Oui. Mais est-ce que les forces en présence dans ces groupes-là sont homogènes? C'est ça, en gros, la question. Mais est-ce qu'on peut... Ça veut dire qu'on considère que le vote du RN est acquis? Je pense que le vote, si ce gouvernement est constitué de nombreux macronistes et de nombreux LR, puisque le LR, avec 47 députés, est en train de prendre la tête du pays, ce qui est quand même assez surprenant, malgré tout. On peut respecter les idées, pas être d'accord, respecter les idées, mais constater que c'est assez surprenant quand même. Et que c'est une erreur, ce que je crois. Mais dont acte, ils vont prendre la tête de ce pays avec l'ancienne majorité, en tout cas les groupes du président de la République. Et aujourd'hui, avec l'aval du Rassemblement national, quand même. Je considère que ce soutien est extrêmement fragile. En tout cas, moi, je pense qu'il aurait fallu faire un gouvernement sans cela. Ça entache déjà ce premier gouvernement, j'en suis convaincu. En tout cas, moi, je le constate, je le pense. Mais le soutien du Rassemblement national est très fragile. Très, très fragile. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2 ans, 2 ans et demi, ce que j'ai constaté à l'Assemblée nationale, c'est que le Rassemblement national se dit et sait parfois être constructif dans ses votes, c'est-à-dire juger sur pièce, mais aussi apprécie beaucoup les effets de surprise. Et on l'a vu dans différentes élections récemment, notamment au bureau de l'Assemblée nationale. Moi, je ne m'appuierai pas sur le vote du Rassemblement national. Considérer qu'aujourd'hui, la non-censure du Rassemblement national est acquise, je pense que c'est une erreur, mais surtout, je pense que ce n'est pas souhaitable. Est-ce que ce gouvernement peut tenir quelques jours? Oui, il peut tenir quelques jours, tant que le Rassemblement national ne change pas d'avis. Est-ce que c'est souhaitable d'être un gouvernement qui dépend du Rassemblement national? Là, c'est beaucoup plus discutable. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Oui, donc la question, c'est peut-être de dire, qu'est-ce que ça va changer pour les Ariégeois, le fait qu'on a un gouvernement de ce type-là? Est-ce que ça va être compliqué à gérer pour le député que vous êtes? Vu que vous êtes dans le Lot, justement, trop mieux, vous êtes... Est-ce que c'est une position où on peut s'en tirer et que les dossiers avancent sur l'Ariège ou pas? Alors, c'est pas l'appartenance au groupe Lyot qui fera que mes relations seront plus ou moins favorables avec ce nouveau gouvernement. C'est vrai que les 2 années passées, le gouvernement, quand vous appartenez à un groupe qui est au centre de l'échiquier politique, dans une non-majorité, avec 22 députés, vous pouvez faire basculer un texte d'un côté ou de l'autre. Et ce qui fait que vous êtes très sollicité et ça peut être très utile. Disons les choses.
Pour autant, le nouveau gouvernement et la relation au groupe Lyot, ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas être totalement isolé, d'avoir une voix qui porte et d'être entendu et puis écouté. C'est ça qui compte. Oui, le fait d'être dans un groupe, c'est utile. D'être dans un groupe qui ne sera pas dans une opposition totalement stérile et brutale, dans une opposition qui peut être claire mais respectueuse. En fait, c'est ça l'idée. C'est ça la position du groupe Lyot, avec des femmes et des hommes de gauche et de droite. C'est une opposition à la majorité, claire, même pour ceux qui étaient de droite, mais une opposition respectueuse, dossier par dossier, capable de dire non. On a su le dire fermement sur la question des retraites, de manière assez unanime dans le groupe, mais capable parfois d'accompagner et de ne pas dire c'est l'opposition, c'est la majorité, donc je suis contre. On n'est pas du tout dans cette posture-là. Ça va être plus compliqué avec le nouveau gouvernement qui est beaucoup plus à droite, qui semble être plus à droite. On attend la nomination et on attend le programme. Mais la nomination du Premier ministre, ce signal, c'est celui-là. Moi, ce que j'entends faire, c'est continuer avec la même méthode de travail, mais qui a été la mienne comme député, mais avant comme élu local, comme chef d'entreprise, c'est-à-dire travailler avec les gens qui sont autour de moi, avec les responsables, avec ceux qui ont la capacité de décider et la capacité de m'aider et d'aider mon territoire. C'est ça. Donc je défends des valeurs en tant que député, je défends aussi un territoire, je le redis, et pour cela, il faut être audible. Et pour être audible, il faut pouvoir s'opposer. Ce n'est pas une difficulté de s'opposer à des gens, c'est la question du respect. On peut dire fermement à quelqu'un qu'on n'est pas du tout d'accord avec lui, mais le respecter, moi c'est ce que j'ai toujours fait. Je ne pense pas qu'on a besoin d'insulter quelqu'un pour démontrer qu'on n'est pas d'accord. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est quand on l'insulte, on n'a aucune chance de le convaincre du contraire. Donc voilà, ma méthode c'est celle-là. Certains diront que je suis trop constructif. Je sais m'opposer fermement, mais ce que je veux absolument, c'est avoir la porte ouverte dans tous les ministères, pas pour mon intérêt à moi, dans l'intérêt de mon territoire. Parce que quand un élu local, quand un élu départemental, un élu régional me demande d'intervenir sur tel ou tel dossier, quel qu'il soit, alors moi, mon rôle de parlementaire, de député de l'Ariège, c'est d'aller voir le ministre, parce que je suis là pour ça. Et pour aller voir le ministre, il faut qu'il, quand il voit mon nom apparaître sur son téléphone ou celui de son conseiller, il faut qu'on me réponde, alors ou tout de suite ou peu de temps après. Mais voilà, donc pour cela, il faut se positionner, il n'y a pas besoin d'être un suiveur. On peut être dans l'opposition, il faut défendre ses idées, il faut être honnête avec soi-même, honnête avec les autres, mais le faire avec clarté et avec respect. Et que ce soit un gouvernement macronien ou un gouvernement de droite, je vais vous dire, pour moi, de ce point de vue, ça ne changera pas grand-chose. Alors, une dernière question, on n'a pas évoqué les dernières élections européennes, où après, on a vu sur la dissolution, ça a un peu évolué, mais on a bien vu qu'il y avait une sorte de ras-le-bol politique, l'expression d'un changement politique est due à ce ras-le-bol. Alors, il y en a qui disent oui, on a ras-le-bol de M. Macron, il y en a qui disent oui, on a ras-le-bol de la politique. Bref, globalement, les Français et certains Ariégeois ne sont pas contents de ce qui se passe. Donc, quand on est à gauche, les gens veulent aller à gauche, on voit que ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, on est peut-être même morcelé. En fait. Il y a plus de contre que de pour aujourd'hui dans notre pays. Ça présage un certain avenir. On a plus ou moins 3 ans devant nous pour tenter de faire des choses. Est-ce que les aigreurs vont s'accumuler ou est-ce que ça va un peu détendre l'atmosphère? On a vu à quel point faire une campagne de député en Basse-Ariège est plus compliqué quand on est à gauche. Est-ce que vous avez une petite vision? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassurer les gens. Vous avez dit que cet été vous les aviez vus, rencontrés, peut-être calmer le jeu. Quelle est votre analyse de la situation? Oui, le rôle du député dans son territoire, de voir les gens et notamment pendant l'été dans un cadre différent, moins formel, moins protocolaire, plus direct, plus normal. Et rassurer, je ne sais pas si on peut rassurer, le ras-le-bol des gens, c'est le ras-le-bol sur une politique nationale. Les gens distinguent totalement l'aspect local et l'aspect national. Le président de la République, c'est normal, c'est le président, par sa politique, mais parce qu'il incarne le ras-le-bol. C'est normal. C'est assez classique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je continue. Déjà, la première chose, c'est entendre ce ras-le-bol, le constater, et comme vous l'avez dit, les élections européennes, mais les élections législatives aussi l'ont marqué. Alors, la difficulté, c'est que les Françaises et les Français ont répondu à ça par un éclatement de la composition ou de l'Assemblée nationale ou des députés qu'on a envoyés à l'Europe, au Parlement européen.
Moi, je différencie deux choses. Il y a la manière de faire de la politique, les personnalités politiques, mais l'appareil politique produit aujourd'hui des personnalités qui font que, et ce qui est peut-être pas moins le cas dans les territoires, je crois, je prends un risque en disant ça, des personnalités politiques qui sont plus associées à des appareils qu'à leur territoire et qu'à des idées ou des valeurs. Ils ont les deux, je ne vais pas dans un excès ou dans l'autre. Je crois, et ce qui m'inquiète d'ailleurs dans le projet de proportionnel qui est porté par beaucoup, c'est d'aller encore plus loin dans cette idée-là, cette idée de la proportionnelle, c'est-à-dire que ce sont les partis qui font les députés et plus les Françaises et les Français qui votent pour une personne, une personnalité. Moi, ça me semble assez essentiel de revenir aux personnes, aux femmes et aux hommes qui font de la politique, qui incarnent quelque chose, qui incarnent des idées, qui incarnent un territoire, le temps de mandat. Et quand nos concitoyens ne sont pas contents, ou s'ils trouvent mieux ailleurs, ils le remercient poliment et ils choisissent le suivant. Et je trouve que les choses sont bien ainsi. Plus on s'approche du niveau national, plus on s'éloigne de cette logique qui est parfaite au niveau municipal. Et puis on a départemental, régional, et quand vous élisez votre député, déjà ça commence à être beaucoup plus compliqué de connaître absolument tout le monde, dans l'intimité, de défendre des valeurs directement, de dire ce que l'on est, de gagner la confiance des gens, de leur dire je vous dis ça, je le ferai, j'ai fait ça, je vous le dis. Faites-moi confiance, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais vous pouvez faire confiance. Et les gens perdent cette confiance dès qu'on arrive au niveau national, parce qu'on perd le contact, on perd le lien. Alors, il faut recréer les liens entre la politique ceux qui font de la politique et les Françaises et les Français. Moi, il y a déjà une chose qui me semble essentielle, c'est qu'il faut profondément et déconcentrer et décentraliser la France. Le pouvoir est totalement centralisé à Paris, en tout cas beaucoup trop. Je pense qu'il faut redonner de l'autonomie à nos territoires, à nos départements, à nos régions, à nos communes. On a un État beaucoup trop central d'un point de vue des compétences, d'un point de vue de l'autonomie de nos collectivités, de la capacité à agir toujours avec l'autorisation du niveau supérieur. C'est dommage, on perd en efficacité, mais aussi une déconcentration. C'est différent de la décentralisation. Déconcentration, c'est donner des compétences au service de l'État dans les territoires. C'est toujours l'État qui garde la compétence, mais il renvoie la capacité de décision non pas dans les administrations à Paris, je ne suis pas de l'anti-parisianisme, mais quand même, mais ici, dans nos territoires, ici en Ariège ou à Toulouse, mais au plus près de nous. Et c'est vrai notamment dans la santé où on a une organisation hyper pyramidale avec des décisions parisiennes. Je crois que dans la santé, mais dans bien d'autres domaines, on a besoin de ramener la décision et celui ou celle qui prend la décision au plus près des concitoyens, que ce soit dans les services de l'État, mais dans la décentralisation aussi, redonner du pouvoir à nos élus locaux, parce que les élus locaux, comme tout le monde sait, eux, ils sont à portée de baffe, et c'est comme ça qu'on arrive à les tenir, et je crois que les gens ont beaucoup plus confiance à leur élu local qu'à leur élu national, parce que de leur élu national, ils ne voient que ce qu'on dit à la télé. Pardon de dire qu'on a un problème avec la médiatisation de la vie politique, qui est assez resserrée et assez caricaturale. On n'entend que ceux qui crient fort aujourd'hui, donc c'est compliqué. C'est un sujet, parce que quand vous êtes un élu qui est plutôt dans une position constructive, qui étudie les choses, qui prend le temps de dire des choses, ben vous n'êtes pas très sexy pour les médias nationaux. Voilà, on n'est pas très intéressant. Ce qu'il faut, c'est tamponner, c'est dire du mal de l'autre. Voilà, donc on comprend aussi un peu pourquoi je reproche, ce n'est pas leur responsabilité unique, mais je reproche aussi aux médias, à notre système médiatique national, de favoriser ces excès et de favoriser la colère de nos concitoyens. Et des extrêmes. Oui. On va finir sur ces belles paroles. On est content d'être un média local. Ouais. On fait parler des gens qui sont au milieu et qui ne sont pas forcément extrémistes, qui se mettent des baffes. Ouais. Merci Laurent Panifous. Merci beaucoup pour votre accueil, merci.